Suite et fin de l'exercice sur la traverse plancher. Donc je rappelle le contexte. Un cadre indéformable, une traverse plancher qui va travailler en flexion, des contrefiches ici qui vont travailler à l'effort normal. On s'intéresse au mode symétrique de ce système. On va donc travailler sur la moitié droite. On a un modèle ici avec deux éléments de type beam, un élément de type rod. Les caractéristiques sont données. Les degrés de liberté ont été évalués. Donc V1 θ1 pour le nœud 1, V2 θ2 pour le nœud 2, V3 θ3 pour le nœud 3 et V4 pour le nœud 4. Par symétrie, θ1 est égal à 0. Le nœud 3 étant lié au cadre indéformable, V3 et θ3 sont nuls. Et le nœud 4, lui aussi, est lié au cadre indéformable. Donc c'est un problème qui, au final, fera intervenir 3 degrés de liberté, V1, V2 et θ2. Pour mettre en place la matrice de masse et la matrice de rigidité, on va d'abord s'intéresser à la physionomie de nos matrices, compte tenu des SPC, qui sont représentés ici par les cases grisées. Donc, comme on l'a vu, il reste V1, V2 et θ2. Donc voici la forme qu'auront respectivement donc notre matrice de masse et notre matrice de raideur. Ce sont des matrices évidemment 3-3. Donc je vous demande de constituer ces deux matrices par assemblage. Voilà donc quel est le résultat pour la matrice de masse. On retrouve ici la masse grand M d'un élément de plancher et ici la masse petit m d'une contrefiche. Il est proposé dans l'énoncé de considérer comme négligeable la masse de la contrefiche vis-à-vis de la masse d'un élément de plancher. Voici ici, après assemblage, la matrice de rigidité. Pour simplifier les notations, on a posé alpha, la rigidité à l'effort normal, et on a appelé bêta, la rigidité en flexion. Après assemblage, on voit qu'il apparaît ici dans la case de V2 au carré la somme 24 bêta plus alpha. Comme la rigidité à l'effort normal est très supérieure à la rigidité en flexion, eh bien on peut négliger 24 bêta devant alpha. Ceci étant posé, voilà comment s'écrit au final le système. Avec ici la matrice de masse et la matrice de raideur. On remarque ici la particularité suivante. Le degré de liberté θ2 ne participe pas au calcul de l'énergie cinétique, d'où la présence d'un 0 ici sur la diagonale. La présence de ce 0 sur la diagonale interdit d'inverser la matrice de masse. On doit donc procéder à une condensation par la méthode de Guyon. Les degrés de liberté V1 et V2 sont considérés comme principaux. Le degré de liberté θ2, qui ne participe pas au calcul de l'énergie cinétique, est considéré comme secondaire. Comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va écrire la ligne qui correspond au degré de liberté secondaire, à savoir la troisième ligne. On va écrire cette ligne donc pour éliminer le degré de liberté θ2 en l'exprimant en fonction des degrés de liberté principaux V1 et V2. Une fois qu'on aura exprimé le degré de liberté secondaire en fonction des principaux, eh bien on reportera dans les deux premières lignes de manière à éliminer le degré de liberté secondaire. Cette méthode de condensation, c'est une méthode que vous connaissez bien, c'est une méthode d'élimination. En fait, on élimine les degrés de liberté secondaires au profit des degrés de liberté principaux. Le résultat final sera un système de dimension 2 dans lequel il n'y aura plus que les degrés de liberté V1 et V2. Allons-y, procédons à cette opération. Si j'écris la dernière ligne de mon système, comme vous le voyez, elle s'écrit 6 bêta L fois V1 plus 0 fois V2 plus 8 bêta L de θ2 égale 0, ce qui est reporté ici. On peut donc, comme vous le voyez, sortir l'expression de θ2 en fonction de V1. On écrit ensuite les deux premières lignes du système, celles qui correspondent aux degrés principaux. Voici la première ligne et voici la deuxième ligne.
voyez que dans la première ligne apparaît θ2, et θ2, on va le remplacer par son expression en fonction de V1 issue de la condensation. Une fois que vous avez fait cette opération, vous tombez sur le système suivant de dimension 2, puisque c'est un système qui ne fait intervenir que les degrés de liberté principaux. Il n'y a plus de singularité puisqu'il n'y a plus de 0 sur la diagonale. On peut donc inverser la matrice de masse, calculer M-1K et déterminer les pulsations par recherche des valeurs propres. Voilà. Donc je vous demande d'essayer de refaire tout ce process tout seul, sans regarder la solution. Reprenons maintenant le cours pour voir la définition de ce qu'on appelle une Sol 108, encore appelée méthode directe. Ici, la structure ne vibre plus librement, mais est excitée par un effort de type harmonique, donc en cos oméga t, qui s'applique sur un ou plusieurs nœuds. La conséquence, c'est que dans le système différentiel, va apparaître un second membre, dans lequel on aura ici les amplitudes des forces appliquées aux nœuds et le terme harmonique de type cos oméga t. Ce problème a été vu au S7, et vous savez que, on va rechercher une solution Q qui a la même forme que le second membre, c'est-à-dire qu'elle soit elle-même harmonique avec la même pulsation que le second membre. Ici apparaissent les amplitudes de déplacement de tous les nœuds. Quand on prend cette solution et qu'on l'injecte dans le système, on a vu qu'on obtient un système du type -m oméga carré plus k fois u égale f. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on dérive 2 fois q par rapport au temps, apparaît un terme en moins oméga carré cosinus. Autrement dit, le cosinus étant facteur dans les 3 termes, on peut donc simplifier par cosinus et obtenir ce système. On est parti d'un système différentiel et on arrive à un système de Cramer, qu'on peut donc résoudre, à condition évidemment de se donner oméga carré. C'est-à-dire que pour chaque valeur de oméga, on est capable de trouver l'expression des amplitudes U de tous les nœuds. On peut donc dire qu'il est possible par cette méthode d'obtenir la variation des amplitudes de tous les nœuds en fonction de oméga carré, en fonction donc de la pulsation d'excitation. On va donc maintenant considérer l'exemple qui est donné page 15 d'une poutre biencastrée en vibration longitudinale. Chaque élément a pour caractéristique E, S, M, L. Donc les nœuds ici extrêmes sont bloqués. On a donc un système à 2 degrés de liberté, U2, U3. Mettons en place la matrice de masse en utilisant la modélisation de type lumped. La masse d'un élément, c'est petit m. Si on reporte m sur 2 sur chaque nœud va recevoir la contribution de l'élément de gauche et de l'élément de droite. Donc on va retrouver ici petit m et petit m. A noter que petit m est égal à 0,08 kg. Pour calculer la matrice de raideur, il faut exprimer la raideur d'une rod. La raideur d'une rod, comme vous le savez, c'est ES sur L. Et donc, on va retrouver ici K, moins K, moins K et K. Donc, je vous demanderai, dans un premier temps, de caractériser les deux modes, chercher les Fracker's propres et caractériser les deux modes. Donc, c'est ce qu'on appelle, comme vous le savez, une Sol 103. Vous avez, page 16, le fichier BDF qui correspond à ce modèle dans Nastran, et vous avez également un extrait du fichier F06. Bon, ceux qui ont fait le TER avec moi reconnaîtront ici dans ce fichier la définition des nœuds avec leur blocage, la définition des masses ponctuelles et la définition ici des connexions par les ressorts avec la rigidité des ressorts. Dans le fichier F06, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve la définition des deux modes avec ici eigenvalue, les valeurs de oméga carré que vous avez dû trouver à la main, et puis ici, sous la rubrique cycle, la fréquence en Hertz de chacun des deux modes. Et puis vous avez, sous la forme des eigenvectors, c'est-à-dire des vecteurs propres, vous avez ici la définition des modes propres. Avec ici les déplacements des nœuds 2 et 3 dans le mode numéro 1, et ici les déplacements des nœuds 2 et 3 dans le mode numéro 2. Donc à vous de retrouver ces valeurs.
On va maintenant envisager la sol 108. Un effort F de t s'exerce sur le nœud 3. Conséquence, dans le second membre, à la place du 0 qui est ici, on va retrouver F de t. Et F de t a la forme grand F cos oméga t. On va donc aboutir, comme ça a été dit en cours, à un système de Cramer du type K moins M oméga 2 moins K moins M oméga 2 que multiplie U2, U3 qui sont les amplitudes de déplacement des nœuds 2 et 3 égale dans le second membre 0 grand F. Ce système va donc nous permettre de calculer U2 et U3 à condition de connaître oméga. C'est-à-dire que pour chaque valeur de oméga, on a une solution de type U2, U3. Il faut bien évidemment définir les bornes pour oméga. Donc ici, moi, dans mon exemple, je me suis fixé des bornes qui sont que la fréquence d'excitation doit être comprise entre 1000 et 16 000 Hz. Voyons ce résultat donné par Nastran. Vous avez ici le fichier BDF correspondant à la situation de l'exercice. Dans ça, je vous conseille de le garder parce que si vous avez à refaire ça dans vos activités futures, eh bien c'est bien que vous ayez un exemple de référence. Qu'est-ce qui a été rajouté par rapport au précédent? Eh bien, on a remplacé Sol 103 par Sol 108. On a défini l'effort, on a indiqué où s'exerçait cet effort, suivant X sur le nœud 3, et on a ici donné la plage de variation de la fréquence. En fait, la fréquence varie de 1000 à 16 000 Hz par des pas de 150 Hz. Et à partir de là, eh bien, Nastran vous donne ce résultat, c'est-à-dire qu'il vous donne la variation des amplitudes U2 et U3 pour toutes les valeurs de la fréquence qui vont de 1000 jusqu'à 16 000. Voilà. Donc vous avez les résultats donnés par Nastran, à vous d'essayer de les retrouver par un calcul à la main. C'est la fin du cours pour cette semaine. Compte tenu des difficultés dues à la crise de cette année, eh bien je retire la Sol 111 du programme, donc vous n'aurez pas à traiter la Sol 111 à l'examen. Par contre, vous devez savoir parfaitement ce qu'est une Sol 108.